Bonjour à tous, bienvenue pour ce 11e live, si mes comptes sont bons. Voilà, pour rappel et pour les personnes qui nous rejoignent pour la première fois, nous avons décidé de lancer toute une série de lives, et on a encore plein de nouvelles idées de live encore, pour vous permettre de découvrir l'école en cette période un peu particulière de crise sanitaire. Donc nous avons et nous allons évoquer beaucoup de sujets. Aujourd'hui, on va parler un peu plus métier, en tout cas on va parler ouvrage d'art, c'est peut-être un terme qui ne vous dit pas grand-chose, et on va essayer de le découvrir aujourd'hui. Nous allons avoir Didier Gutt avec nous, que je vais appeler dès maintenant. Bonjour Didier Bonjour, Gutt, bonjour vous Julien, m'entendez bonjour à bien? tous. Comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Alors comment ça se passe pour vous le confinement? Petite curiosité avant de commencer. On est en confinement, donc majoritairement en télétravail depuis que ça a commencé. Et pour ne rien vous cacher, on va encore prolonger au maximum le confinement au sein de la société où je travaille, l'Arcadis, donc au maximum. Donc On en voilà, parlera tout à l'heure, ouais. normalement lundi, les mouvements seront un peu plus possibles, mais voilà, on préfère jouer la sécurité et demander aux gens au Mhm. maximum. Bon, et c'est facilité par le fait qu'on a tous quasiment un ordinateur portable, y compris les dessinateurs Oui, projeteurs. Et bon, merci le numérique. ça a beaucoup aidé. Eh ben, je vais commencer. Je vais faire une petite introduction qui va permettre aux personnes qui ne savent pas trop où ils sont arrivés d'en savoir un peu plus. On va parler ouvrage d'art. Alors moi, ce que j'entends par ouvrage d'art, c'est des ponts, des tunnels, des barrages. J'ai en tête notamment le viaduc de Millau, ou bien encore plus localement, on va dire le pont de Normandie, ce fameux pont de Normandie qui est quand même assez impressionnant. Voilà, c'est des ouvrages assez majestueux qui sont dans notre quotidien. On parle aussi derrière ces ouvrages d'enjeux environnementaux, d'infrastructures, de technicité aussi, j'imagine, de climat et d'énergie. Mais avant toute chose, et comme vous allez sûrement en parler mieux que moi, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire ce que vous faites dans la vie? Oui, alors en quelques mots, bon, je suis au départ ingénieur en génie civil de l'ENSAIS de Strasbourg, qui est devenu l'INSA aujourd'hui. Et en Mhm. gros, j'ai travaillé dans le domaine des ponts et du génie civil depuis quasiment 27 ans, avec un court passage par le bâtiment pendant 3 ans. Et un point particulier, c'est que j'ai fait ma carrière, toute ma carrière, soit en bureau d'études d'entreprise, soit en société d'ingénierie. Voilà, donc je suis plutôt D'accord. côté conception, maîtrise d'œuvre, que du côté chantier entreprise. Voilà, alors je suis passé par différents stades, un peu comme tout le monde, je vais dire. J'ai commencé comme ingénieur d'études au départ, et puis ensuite je suis passé par des postes de chef de projet, chef d'équipe, et aujourd'hui je suis directeur métier au sein d'Arcadis. Alors, je sais que ce terme de directeur Agent. métier intrigue certains, et pour faire Oui, simple, c'est un poste de directeur technique. Voilà. Et je travaille d'accord. donc sur des structures, ça peut être autant du béton armé que du béton précontraint, des structures métalliques, des structures mixtes. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la société Arcadis pour les gens qui ne vous connaissent pas? Alors, c'est vrai que les sociétés d'ingénierie ne sont pas toujours les plus connues. On connaît en général bien Hmm. les groupes de BTP comme Vinci, Eiffage, Legendre ou d'autres. Alors Arcadis, c'est une société internationale de taille assez conséquente, puisque globalement, au niveau mondial, on est 28 000 personnes. Le siège est hollandais Ah oui, et on couvre à peu près tous les domaines de la construction. Donc tout ce qui se construit, que ce soit des ponts, des tunnels, des routes, des bâtiments, bien sûr, et également l'environnement. Voilà. Pour ce qui concerne la France, on est à peu près, on est un peu moins d'un millier, mais malgré cette taille qui est, voilà, qui n'est pas tout petit, on n'est pas tout gros non plus par rapport aux non, ingénieries françaises, effectivement. mais malgré tout, on travaille sur des projets très intéressants. Comme vous disiez, il y a une notion de technicité et c'est pour ça qu'on Hmm. intervient notamment actuellement sur le Grand Paris. Et voilà, dans la région de Caen ou autour de la région de Caen, les ouvrages un peu emblématiques sur lesquels on a été maître d'œuvre, c'est le viaduc de Guerville sur la 13, donc plus proche de Paris peut-être que de Caen, mais qui a fait l'objet Mhm. de gros travaux Effectivement, ouais. qu'on a visités avec les élèves de l'ECTC. Et peut-être plus emblématique et plus connu, je ne vais pas dire le pont de Normandie, mais le pont Gustave Flaubert à Rouen, qui est le pont Levant qui se lève au moins une fois par an quand il y a l'armada. Enfin, Alors, j'ai voilà. pris un peu... Pardon, allez-y, je vous ai coupé. Non, 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 non. Voilà, C'est bon? ça change un Je... peu. Alors, mais Oui, il n'y a pas que.
des grands ouvrages, bien sûr, on travaille aussi sur des ouvrages utiles, mais de taille beaucoup plus modeste. Voilà. Mais là, ce Et je sont crois qu'on en parlera justement tout à l'heure. ouais. Moi, j'ai pris un peu d'avance, ou en tout cas, je sais sur quel chantier, quel projet vous avez pu travailler, et je vais solliciter un peu notre public. Vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais Arcadis a conçu un pont majeur que tout le monde connaît. Alors, on va voir si les personnes qui nous suivent sont réactives. Est-ce que quelqu'un dans les spectateurs est en mesure de nous dire sur quel ouvrage a contribué Arcadis? Alors, pour aider un Si on peu, n'a je pas de dirais que c'est réponse, un ouvrage que tout le monde s'attribue aujourd'hui. Alors, c'est vrai que beaucoup ont travaillé oui, dessus et on ignore, pour des raisons que c'est trop long à exposer ici, on ignore qu'en fait Arcadis était dans l'équipe de départ de conception et avec voilà, deux autres ingénieries a abouti à définir le design. Non, Golden Gate, c'est un peu vieux, non? Voilà. Donc, plus local pour le coup. C'est un pont. c'est un viaduc même, voilà, et voilà, donc c'est ouvert. On donnera des indices au fur et à mesure si vraiment vous séchez. Après, vous Oui, bah pouvez aller voilà, hein, voir, sinon on va, voilà, voilà. on va, Les plus on va malins peuvent aller disséminer voir le les site indices en tout au long de parallèle. l'échange. Bon, pas de bonne réponse pour l'instant. Je rebondis sur cette non-réponse pour vous demander comment vous intervenez à l'école, parce que j'ai cru comprendre que vous enseignez. Oui, donc je pense que c'est un point positif à l'école. Alors, je dis pas ça pour me lancer des fleurs, mais c'est vrai que l'école fait appel à des gens qui travaillent, enfin qui ne sont pas des enseignants à plein temps et qui travaillent dans des ingénieries, dans des sociétés de construction. Dans ce cadre-là, j'interviens dans le cours de pont en particulier, avec deux autres ingénieurs et également un architecte. Voilà, D'accord. j'interviens pendant le cours de pont et également pendant le projet CPM, donc qui est le projet multimétier qui est très intéressant, qui permet vraiment aux élèves de s'exprimer et peut-être de faire leur première création en matière d'ouvrage d'art. Ouais, je crois qu'on a la bonne réponse. Et oui, effectivement, le viaduc de Millau, donc c'est exact. Si on va vite voir sur le site Arcadis, le viaduc de Millau, voilà, vous verrez partout qu'on l'attribue à Foster vers le jeu. Donc Foster était l'architecte qui était avec nous dans le groupement. J'étais chez un concurrent à l'époque, j'ai travaillé sur une autre solution de Mio, mais effectivement, Arcadis est parmi les concepteurs initiaux du viaduc de Mio, avant qu'il passe dans les mains du groupement de réalisation FH, conception réalisation FH. D'accord. Voilà, donc bonne Ok. réponse pour Alexandre. Alexandre. Alexandre, ouais, je pense. Bravo. Bon, C'est j'ai bien. pas de prix à la clé. Si Euh, pour ouvrage d'art, il aura 2 points de plus, c'est bien. c'est ça. On va essayer de définir déjà ce qu'est un ouvrage d'art. Donc, j'ai cité au départ des ponts, tunnels, barrages. J'aurais pu dire aussi digues, viaducs, on l'a vu. Qu'est-ce qui définit finalement un ouvrage d'art? Alors, ça a été un peu, malgré le fait que je travaille depuis quasiment 27 ans dans les ouvrages d'art, c'était une grosse question piège pour moi. J'en avais oublié ce que c'était finalement. Donc, j'ai fait, voilà, comme le commun des mortels, je suis allé voir sur Wikipédia. Et là, je dois dire que je ne suis pas tout à fait d'accord. Alors, pourquoi? Ne vous précipitez pas tous sur Wikipédia, je vais vous dire ce que raconte Oui, Wikipédia. Donc, Wikipédia nous dit que c'est un ouvrage d'art est une construction de grande importance et de grande taille appartenant à certaines catégories. Et donc, voilà. Typiquement, là, le mot grande taille, à mon avis, il est un peu exagéré. Alors, bien sûr, si on prend Millau ou le pont de Normandie, évidemment, ce sont des ouvrages de grande taille. Mais tous les jours, et la majorité des ouvrages d'art français, vous verrez que ce ne sont pas forcément des grands ouvrages, mais par contre, ils ont une grande importance. Parce qu'un ouvrage de taille moins importante, mais qui sert à ramener des blessés ou des gens malades à un hôpital, est au moins aussi important, j'allais dire, qu'un grand ouvrage sur lequel personne ne passe. Alors oui, voilà, la notion d'ouvrage d'art, à quoi on l'associe? Bah, c'est essentiellement, donc toujours dixit de Wikipédia, et là je suis d'accord, ce sont des franchissements ou des protections. Les franchissements, parce que les ouvrages d'art permettent de franchir des obstacles, permettent à une voie, qu'elle soit ferrée, piétonne, routière, de franchir un obstacle. Cet obstacle peut être soit une autre voie, à la limite, mhm, soit une rivière, une vallée, un oui, bras de mer, etc. Et donc, on va retrouver dans cette définition-là les ponts, les viaducs, les tunnels. Voilà. Ensuite, il y a la ok, notion d'ouvrages qui permettent de protéger contre l'action de la terre ou de l'eau. Et là, on va retrouver les murs de soutènement, les tranchées couvertes, les digues. Voilà. Donc, majoritairement, donc, ce ne sont pas des ouvrages de type bâtiment, et ce sont certains ouvrages particuliers du génie civil.
Et dans l'ouvrage d'art, on ne va pas retrouver forcément les ouvrages qui produisent de l'énergie. Voilà. Il y a des catégorisations comme ça, mais principalement, il y a cette Mhm. notion de franchissement et ou la notion de protection. C'est ça la définition. D'accord. Et alors, la partie art de ouvrage d'art, finalement, ça correspond à quoi? Alors souvent, la confusion est faite en pensant il y a des artistes derrière, des architectes. Bon. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'allais dire heureusement, on a la patte des architectes dans nos ouvrages d'art. Là, je pense un petit peu pont, parce que c'est quand même mon métier Oui. quotidien. Donc, heureusement, par rapport à des ouvrages très basiques qu'on faisait dans les années 60, très simples, à base de rectangles, aujourd'hui, on sait quand même faire des choses plus sympathiques. Voilà, parfois, ça va un peu dans le mauvais goût, mais ça, on peut en débattre et ça pourrait faire l'objet, je pense, d'un autre débat. Oui. Alors, pourquoi il y a cette notion d'art? Alors, c'est parce que quand on conçoit et on réalise ces fameux ouvrages d'art, en fait, l'expérience joue un rôle aussi important que la théorie. Donc, c'est un ensemble de connaissances qu'on appelle l'art de l'ingénieur. Et souvent, vous entendrez parler lors de votre début de carrière, je m'adresse aux élèves bien sûr, début de carrière ou pendant les réunions, vous entendrez parler des fameuses règles de l'art. Contrairement aux normes, ces fameuses règles de l'art ne sont pas forcément écrites. Il n'y a pas des fascicules qui traitent des règles de l'art. Vous trouverez toujours des normes, mais toutes les règles de l'art ne sont pas écrites. Et vous pouvez dimensionner un ouvrage suivant les normes, ça ne remplira pas toutes les conditions, ces fameuses règles de l'art qui font que l'ouvrage va bien fonctionner, bien vieillir et se comporter mieux ou moins bien plutôt qu'un autre. Alors, ne vous Mhm. effrayez pas en tant qu'ingénieur débutant. Normalement, vous pourrez toujours vous appuyer sur les anciens qui, eux, on l'espère, ont un peu acquis ces règles de l'art. Et également, vous pourrez vous référer au guide du CEREMA, anciennement CEPRA, qui a quand même compilé pas mal de ces règles de l'art. Et puis également, bah, je fais un peu de publicité, une association dans laquelle je suis très impliqué, l'Association française de génie civil. Vous trouverez le lien en bas de l'annonce de ma Oui. prestation, et qui justement aussi vise, via des groupes de travail, à figer un certain nombre de règles de l'art ou un certain nombre de pratiques. Ouais, Donc, c'est une voilà. sorte de code de conduite, finalement, ou de bonne pratique, si je Ce sont comprends des bien. bonnes pratiques, voilà. Alors, Ok. voilà, il y a des auteurs aussi. Vous trouverez aussi le cours de l'école fédérale Polytechnique de Lausanne, où les professeurs, dans certains renoms, ont compilé aussi des choses, mais tout n'est pas écrit. Et ça évolue surtout. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on fait un métier où voilà, c'est pas de la science infuse. On apprend tous les jours. Hein. Des ouvrages construits dans les années 60 aujourd'hui sont victimes de fatigue, sont victimes de phénomènes de fluage qu'on Mm. maîtrisait très mal, qu'on ne connaissait pas. La température était mal appréhendée. On a construit, on a constaté que ça se passait plus ou moins bien, on a corrigé. Certains éléments sont intégrés dans les nouveaux règlements, comme les Eurocodes par exemple, mais pas tous, et vont rejoindre ce fameux corpus non écrit ou pas toujours bien écrit que sont ces fameuses règles de l'art. D'accord. Donc, oui, Voilà. rien à voir avec l'art du côté esthétique, finalement. Non, non, non. Même si on essaie effectivement aujourd'hui de D'accord. faire des ouvrages plutôt esthétiques. Ouais, De effectivement. lier les deux, ouais. Ouais, ouais. Concrètement, donc on a parlé de qu'est-ce qu'on fabrique finalement. Ouais. Voilà, quel type d'ingénieur on a besoin pour imaginer, concevoir et construire ces fameux ouvrages d'art. Quel métier finalement se cache derrière ces ouvrages d'art? En fait, comme dans tous les domaines de la construction, je veux dire, la grande chance qu'on a, c'est qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les couleurs et tous les tempéraments. C'est que si on pense au départ, quand le projet n'existe pas, quand voilà, c'est encore une idée, il y a un besoin. Alors, les ouvrages d'art, comme souvent les constructions résultent d'un besoin. Il faut aller d'un point A à un point B, il faut franchir une brèche, il faut voilà. Millau s'est construit parce qu'il y avait des embouteillages monstres chaque année. Enfin, voilà, des très bons reportages. Hmm. Donc, voilà, il y a toujours un besoin. Et donc au départ, il y a rien, si ce n'est certaines pensées. Et là, c'est donc les ingénieurs, un certain type d'ingénieurs, peuvent travailler sur les projets dès les phases d'amont. Donc, faisabilité, études préliminaires, jusqu'à, donc là c'est plutôt en ingénierie, et jusqu'à arriver à, voilà, le projet passe par différentes étapes pour aboutir à un moment donné au dossier de consultation d'entreprise. Mhm. Voilà, on est passé par des stades de validation, des stades de dimensionnement. Voilà, il n'y a pas que de la RDM, hein, il y a beaucoup de bon sens, il y a des contraintes environnementales, il y a plein de choses. La géotechnique également. Et donc, une fois que le dossier est lancé en consultation auprès des entreprises, les entreprises prennent le dossier. Et là, vous avez d'autres types d'ingénieurs qui vont intervenir. Le commercial, l'ingénieur commercial, s'il a bien fait son boulot,
il sait quand même que voilà, il a quelques informations sur le dossier. Et derrière, ben, les ingénieurs études de prix, aidés souvent par les ingénieurs méthodes, vont travailler sur le dossier pendant un délai très court, des belles charrettes en perspective, mais ça vous connaissez à l'ECTC, vont travailler sur ce dossier pour remporter l'appel d'offres. Une fois que l'appel d'offres est remis, à nouveau, bah, les concepteurs initiaux, les maîtres d'œuvre vont analyser les réponses des entreprises, vont juger quelles entreprises vont amener la meilleure réponse aux besoins, vont étudier aussi les variantes en disant oui, bon, l'entreprise propose une variante, est-ce qu'elle est viable, elle n'est pas viable, on l'accepte Mhm. pas. Donc là, ben, les concepteurs rentrent dans la danse. Ensuite, bien sûr, le projet est attribué à une entreprise qui va le construire. Oui. Et du côté maître d'œuvre, il y a un autre type d'ingénieur, l'ingénieur DET, qui va suivre l'exécution des travaux, des contrats de travaux, côté maître d'œuvre, et qui va valider le projet que construit l'entreprise. Et côté entreprise, un autre profil que vous connaissez bien à l'ECTC, ben, c'est l'ingénieur travaux, qui Mhm. va, Oui. aidé à nouveau par les ingénieurs méthodes, va ben, faire sortir l'ouvrage de terre ou de mer et construire in fine l'objet. À côté de ça, ben, la D'accord. construction a aussi besoin d'ingénieurs spécialisés en matériaux. Donc ça peut être bien sûr du béton, des bitumes, le métal. Hein. Il y a la soudure, par exemple, est une spécialité très très pointue. Voilà, donc, et enfin, bon, donc je veux dire par là, il y a vraiment moyen de s'éclater, mais surtout c'est à chacun de bien comprendre via les stages quelle est sa vraie, voilà, Ça vraie voix, quoi. Ouais. Mm. son appétence, son goût pour un domaine plutôt qu'un autre. Il n'y a pas de sous-métier. Tous les métiers sont intéressants et vraiment, je pense qu'on peut s'épanouir. Bon, pour terminer, je pourrais citer l'ingénieur expert, mais alors celui-là, c'est vraiment le gars qu'on ne veut pas croiser parce que quand l'ingénieur expert apparaît, c'est qu'il y a un litige sur le chantier, que ça s'est mal passé. Et voilà. Mais bon, il existe quand même. Et mais là, c'est évidemment pas pour un ingénieur débutant. C'est plutôt, il faut quand même avoir quelques années de bouteille. D'accord. Oui, donc finalement, je vois qu'il y a 1000 voies possibles. Ouais. Et alors, ce que je me demande, construire un pont bah, ici, je ne sais pas, en Normandie, et bah, je sais pas, on va prendre un pays bien éloigné, au Japon. Est-ce que c'est la même chose finalement? Est-ce qu'il y a je sais pas, des contraintes particulières, des approches particulières d'un pays à l'autre? Oui, oui, oui. Alors déjà, il y a l'aspect normatif. En Europe, on a fait un gros effort puisqu'on a accepté, et puis certains pays du Maghreb également, peut-être même d'Amérique du Sud, ben, finalement, on prenne le corpus Eurocode. Donc ça, c'est déjà un gros progrès. C'est évidemment pas le cas dans tous les pays. Si vous voulez travailler au Japon, aux États-Unis, oui, pardon, j'allais dire en Angleterre, mais c'est une bêtise, ils sont Eurocode. Vous allez devoir appliquer des normes qui ne sont pas les vôtres. Alors là, Oui. c'est pas simple, bien sûr, de passer d'une norme à l'autre, mais ça reste de la technique. Et grosso modo, avec des efforts, voilà, c'est jamais simple, mais on se plonge dans les règlements étrangers. Bien sûr, s'il y a une version anglaise, c'est plus facile. Donc on va se pencher dans ces normes et on va arriver à s'en sortir. C'est pas simple, mais je dirais même que les eurocodes français, parfois, on a un peu de mal à les comprendre, et pourtant, ils sont en français. Il y Hmm. a des particularités, bien sûr. Si vous construisez, par exemple, à Hong Kong, vous allez devoir prendre en compte des charges qui n'existent pas chez nous, les charges de typhon. Alors, peut-être qu'avec le réchauffement climatique, à Caen, en 2060, vous aurez des typhons, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, vous allez organiser vos chantiers. Vous allez organiser, donc c'est un planning. Hein, vous allez organiser aussi les charges dimensionnantes avec cette possibilité d'avoir des typhons dans ces régions-là. Peut-être même qu'au Japon, on pourrait imaginer que pour les ouvrages maritimes, il y a des tsunamis à prendre en compte dans une certaine mesure, qu'on aura beaucoup moins. Oui, bah oui, oui, forcément. Ouais. Hmm. Voilà. Donc, les normes, je dirais, c'est pas le point principal. Bien sûr, c'est compliqué, c'est jamais simple, mais après, il y a ce qui reste, ben, ce sont les règles de l'art et les habitudes dans les pays. Donc, il faut s'y faire, il faut s'y habituer. Bien sûr, les entreprises se renseignent, les appels d'offres sont calibrés pour. Il y a des pays, par exemple, qui utilisent encore beaucoup le boulonnage. Si vous observez les ouvrages d'art récents en France, vous constaterez que très souvent, quasiment toujours, en France, on va préférer la soudure. Le boulonnage n'a pas bonne presse, alors qu'il y a des pays voilà, où il n'y a aucun problème pour faire du boulonnage. En France, le pont bipoutre, donc deux poutres métalliques avec une dalle en béton dessus, D'accord. est extrêmement courant. Il y a des pays qui ne veulent pas utiliser de structures de ce type-là, à la fois mixte et avec deux poutres. Pourquoi? Parce qu'ils estiment qu'avec deux poutres, il n'y a pas de redondance, donc il y a un risque. Et d'autres, les Hollandais, par exemple, estiment que du fait que la connexion entre l'acier et le béton est noyée dans le béton, ben, on voit plus ce qui se passe et ça peut être un problème. En France, on n'a aucun problème avec ce type d'ouvrage, en tout cas pas sur les phénomènes cités. Voilà, donc on parlait de soudure. L'acier autopatinable,
C'est un acier, j'y reviendrai peut-être un peu plus tard, qui n'a pas besoin d'être peint, qui se patine tout seul et qui, vous n'avez pas le choix de la couleur, hein, vous n'avez le choix que de la couleur rouille, mais Mhm. est très utilisé en Espagne et en Italie. Il commence à être utilisé en France, mais il n'est pas très développé par rapport à l'Espagne et l'Italie. Donc il y a vraiment des particularités. Avant les Eurocodes, les Allemands, alors j'ai travaillé un peu sur des projets en Allemagne, tendaient leur carte de précontrainte 2 fois moins, pour faire simple, que les Français. Pourquoi? Voilà, ce sont des particularités. Il y a sûrement des essais qui ont été faits, des craintes locales. Il y a tous ces particularismes, mais quelque part, ça rejoint un peu les règles de l'art, ces fameuses règles qui ne s'apprennent pas Oui, à d'accord. l'école. Ok. Mais Mhm. bon, ce qu'on peut dire quand même, c'est que fondamentalement, les matériaux restent un peu les mêmes. Les lois de comportement des matériaux sont les mêmes. Simplement, peut-être des fois, les limites ne sont pas tout à fait pareilles d'un pays à l'autre. Et surtout, un domaine que tous les élèves adorent, la RDM, elle est un peu universelle. Voilà, donc, Mhm. il y a des différences, mais un ingénieur français, moyennant quelques efforts, est tout à fait capable de s'adapter à un travail à l'étranger. Donc voilà, c'est pas rédhibitoire. Mais oui, D'accord. il y aura effectivement Des contraintes locales. Oui, puis culturelles finalement, parce culturels que aussi. j'imagine Voilà. que Ouais. enfin, l'esthétisme, il n'est pas du tout le même. Enfin, la perception de tout ça n'est pas le même ici ou Exactement. ailleurs, quoi. Les Américains, Effectivement. par exemple, quasiment, leurs ouvrages d'art courant, ils prennent un catalogue, il y a tel portée à franchir, ils prennent la poutre numéro I-25 et ils Ah oui, savent, d'accord. oui, c'est à ce point-là. Donc, Ah oui, effectivement, oui. ce que l'on trouverait Et pas en France. qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je me permets de rebondir sur une question qui était intéressante là dans le fil. On nous demandait s'il y avait toujours autant d'opportunités dans ce secteur, notamment en France. Oui, alors, Oui, ouais, oui, oui, non, non, ce que je veux dire, c'est que la typologie d'affaires va changer, ça me paraît assez clair, c'est-à-dire que on a beaucoup construit, bien sûr, après-guerre pour reconstruire le pays. On a beaucoup développé les infrastructures en France. Vous savez certainement que la France est quand même un pays qui est renommé pour ça. C'est-à-dire que pourquoi aujourd'hui les industriels s'installent en France, c'est notamment parce qu'on a un très bon réseau routier, un très bon réseau ferroviaire. Donc c'est vrai, voilà, on a beaucoup développé, contrairement à d'autres pays. Mais on a beaucoup développé. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous investissez dans un ouvrage, théoriquement, tous les ans, vous le réinjectez pour cet ouvrage par rapport à son coût de construction. Vous injectez entre 1,5 et 2% du coût de la construction ah oui, quand initiale même. dans l'entretien et la maintenance. Enfin, l'inspection, maintenance. Donc, en gros, au bout de 100 ans, vous aurez repayé votre ouvrage en suivi. Donc, Ah, c'est fou. Oui. aussi, dès qu'on construit un ouvrage neuf, ça veut dire qu'on en prend pour un certain nombre d'années d'investissement de maintenance. Et fatalement, D'accord. comme on est bien équipé, que les caisses, et le coronavirus va pas aider, sont relativement vides, on va plutôt, je pense, aujourd'hui, on est plutôt dans une philosophie de maintien du patrimoine existant. Donc D'accord. Donc voilà, plutôt que de reconstruire. voilà, Oui. globalement, on construira moins d'ouvrages, c'est mon avis, et c'est un peu une tendance quand même, mais par contre, il y a des vrais métiers, des vraies opportunités aujourd'hui sur les ouvrages existants pour les prolonger et pour éviter voilà, d'avoir des gros pépins. Alors, bien sûr, Gênes parle beaucoup. Euh, Hmm. on a eu aussi, on va dire en France, alors, à La Réunion, un effondrement de pont suite à un phénomène dans une rivière, le fameux pont de la rivière des Galets. Ce sont des choses qui arrivent aujourd'hui parce qu'on a trop négligé les ouvrages. Et vous verrez sur LinkedIn et d'autres fils beaucoup de discussions sur ce sujet-là. Il faut absolument qu'on se préoccupe des ouvrages existants. Et ça peut être le petit pont maçonné jusqu'au Grand Viaduc. Il y aura vraiment des opportunités de travail dans ce domaine-là. Mais voilà, il y a toujours du travail dans ce domaine-là et on continuera malgré tout à construire des ouvrages neufs, il n'y a aucun doute. Moins qu'avant, mais ça continue. Et est-ce que, donc là, on me questionne sur les ouvrages maritimes. Quelle est la part finalement d'ouvrages maritimes dans les ouvrages d'art? Est-ce que ça en fait partie? Est-ce que ça prend une grosse part des ouvrages d'art en général? Les ouvrages maritimes en font partie, puisque, alors je ne l'ai pas cité, mais dans la troisième définition de Wikipédia, il y a aussi les ouvrages de transition donc, qui sont liés à des investissements, pardon, à des infrastructures portuaires. Donc ça en fait partie. Les investissements, alors je suis un peu sec. Étant strasbourgeois, je n'ai pas beaucoup de notion de ce qui se passe sur les Effectivement. côtes. Voilà, donc, mais voilà, après, je sais qu'Arcadis, on a travaillé sur des grands projets portuaires dans le nord de la France et il y a des choses que voilà, on veut continuer aussi en tant que pour l'économie à privilégier à attirer le transit des marchandises et pour ça on Mhm. investit. Je pense aussi que malheureusement à cause
du réchauffement climatique, on aura des travaux de digues à Bah faire, forcément, oui. de rehaussement, de protection. Voilà. Et je pense que ce sont justement des travaux aussi sur lesquels collabore le CTC via le canal à houle pour comprendre les phénomènes qui vont Mm. arriver et prendre les mesures qui vont bien. Est-ce que, on a quand même parlé voilà, de l'international et des particularités, que ce soit en termes de normes, de culture, etc. On sait que environ 20% des étudiants travailleront en lien ou à l'international, mais finalement, est-ce qu'ils sont prêts à tout ça? Parce que ça a l'air d'être assez exigeant finalement, le travail autour de l'ouvrage d'art, mais alors à l'international, c'est encore autre chose. Alors, le point de départ, c'est que les ingénieurs débutants ne sont pas laissés seuls, ils sont intégrés au sein d'équipes. Mhm. Ça donne déjà aussi un peu une certaine sécurité. Après, je pense que les formations françaises restent très reconnues pour le travail international, que ce soit via les groupes français, via carrément des embauches dans des sociétés étrangères. Ça, c'est vrai que les formations françaises sont reconnues pour ça. Je dirais qu'au du point de vue formation de base, les élèves ont les clés. L'accent qui est mis sur les langues aujourd'hui aussi, en particulier l'anglais, est très important. Oui, On ne va pas se mentir, faire de travailler à l'étranger sans une certaine maîtrise de l'anglais, très relative malgré ouais, tout. compliqué. Voilà. Il faut se lancer. Tout le monde ne parle pas un anglais parfait, donc si, voilà, il faut. Parce qu'effectivement, si vous avez le TOEIC, ça va le faire. Et après, ben, c'est l'investissement qu'on met au début d'une carrière. Il faut continuer à. Voilà, sortie de l'école, on sort pas avec il faut continuer à se former tous les jours et pour être à l'aise, il faut attendre quand même une bonne paire d'années. Donc, a fortiori, si vous voulez travailler à l'étranger, ben, vous aurez votre métier de base à apprendre comme vous l'apprendriez en France, mais dans un contexte étranger. Mais après, Ouais. je pense que quand même, voilà, c'est un peu comme le propre de l'ingénieur de s'adapter et de continuer à apprendre. Je ne suis pas inquiet pour ça. Mhm. Oui, puis ça peut être source d'enrichissement supplémentaire, voilà, d'avoir Ah, s'être clairement, imprégné d'une autre culture, hein, clairement. Ouais, 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 ouais. ouais. On a parlé pas mal de rénovation, de réparation, de prévention pour éventuellement les enjeux de l'ouvrage d'art pour les années à venir. Mais est-ce que les techniques évoluent finalement? Est-ce qu'il y a, je sais pas, il y a des nouveaux matériaux, des nouvelles techniques, ou est-ce Ouais, que c'est resté un secteur ouais. un peu accroché à ces techniques d'antan? Je voudrais juste revenir un peu sur l'étranger, puisque Oui. alors, je ne suis pas forcément le bon exemple parce que j'ai pas fait une très grande carrière à l'étranger. Bon, j'ai un peu travaillé en Allemagne, travaillé au Qatar. Mais un conseil que je pourrais donner quand même aux jeunes ingénieurs, c'est bah, n'hésitez pas au début de votre carrière à vous lancer à l'étranger. Parce que souvent, j'entends des gens me dire ah, je vais quand même acquérir un peu d'expérience en France, 7-8 ans, et après, j'aurai plus de clés pour l'étranger. Le problème ou la chance, comme vous voulez, c'est que vous, 7-8 ans, ben, vous aurez peut-être acquis un logement, fondé une famille, et ce Mm. sera beaucoup plus compliqué de se Plus lancer. difficile de partir, ouais, Voilà. c'est Et sûr. c'est Tout typique, à fait. notamment chez Arcadis, hein, on embauche des gens, bien sûr, le groupe international, ça attire, la perspective de projet à l'étranger, ça attire. Et quand on commence à interroger les gens au bout de 5, 7, 8, 10 ans, ouais, finalement, je suis plus très mobile. Donc voilà, bah, écoutez, le seul conseil que je peux donner, c'est que si vous êtes tenté par cette fibre à l'étranger, bah, allez-y. Allez-y dès le départ. Comme ça, il y a un point très important, c'est que vous ne serez jamais pénalisé. Si vous décidez de revenir en France, vous ne serez jamais pénalisé parce que vous avez fait un cursus à l'étranger. Bien au contraire. Au Toutes les contraire, oui, entreprises, oui, oui. voilà, vous serez ouvert à une culture différente. Vous aurez une maîtrise de la langue, ce qui est forcément important dans un groupe, a fortiori ici international. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous lancer. Et puis si au bout d'un an vous vous rendez compte que c'est pas votre tasse de thé, eh ben, vous revenez en France et puis voilà, vous aurez tenté le coup. Donc voilà, si vous avez cette envie, bah, allez-y, c'est tout ce que je peux conseiller. Alors pour revenir Un à très la bon conseil. question voilà, des nouveautés, alors on peut Oui, voir ça à nouveau sous plusieurs angles. Hein, du point de vue matériaux, les choses ont quand même évolué. Quand, quand j'ai commencé à travailler, donc au siècle dernier, l'acier de base, par exemple, c'était l'acier S235, le fameux acier E24. Aujourd'hui, très couramment, sur beaucoup d'ouvrages, on utilise des aciers à haute limite d'élasticité. Donc des aciers que les élèves connaissent peut-être, qui sont les aciers S460. Donc pas besoin d'être grand mathématicien pour comprendre que 235, c'est la limite de résistance élastique. Quand on passe de 235 à 460, il y a un gain assez notable. Et ce sur le gain poids, j'imagine.
sur la résistance, donc sur le poids. C'est-à-dire que D'accord. une tôle, pour reprendre le même effort, pourrait être 2 fois plus fine. Alors, c'est pas que l'esthétique, hein, c'est aussi tout simplement, l'acier, ça pèse, vous vous en rendrez vite compte. Et si vous économisez du tonnage de charpente, ça veut dire des appuis, des piles, des culées moins armées, moins conséquentes, et des fondations moins importantes. Donc, ça rejoint un peu aussi cette volonté qu'on a aujourd'hui et qui va forcément se développer, d'avoir des ouvrages qui ont une empreinte carbone beaucoup moins importante. Voilà, la préoccupation de l'impact carbone de ce qu'on construit va aussi être un point d'attention dans les prochains temps. Hmm. Je citais aussi les aciers autopatinables. Les aciers autopatinables, comme je disais, sont des aciers qui vont rouiller. Et une fois qu'ils seront rouillés, ils sont protégés. Il y a un peu de cuivre qui aide, c'est rien de miraculeux. Ne laissez pas rouiller vos ustensiles. Il faut vraiment un acier autopatinable. Et l'intérêt, c'est que Ah, c'est bon. l'intérêt de l'acier autopatinable, c'est qu'on n'a pas besoin de le repeindre. Alors, pour le gestionnaire de l'ouvrage, c'est très important, puisque s'il est au-dessus d'une voie très circulée comme une autoroute, s'il est au-dessus d'une rivière sensible écologiquement, forcément, sensible à l'environnement, le fait qu'on n'ait pas besoin de repeindre l'ouvrage, ça évite des opérations de grenaillage, de remise en peinture, avec forcément des tas de précautions à prendre pour un coût initial qui est relativement minime. Donc voilà, c'est des choses un peu nouvelles aussi. On voit aussi une certaine volonté de développer les ouvrages en bois. Euh, D'accord. bon, on n'est pas forcément le pays le plus en pointe là-dessus. Voilà, c'est un peu ça. Après, dans les nouveautés récentes, peut-être l'UOBIM aussi, il y a l'impression 3D. On commence à imprimer en béton. On commence à Alors, imprimer. on peut imprimer tout ce qu'on veut, parce que ça m'a toujours interrogé, l'impression 3D. Finalement, comment... Après, c'est une question de manutention aussi. Alors, sur site, on peut imaginer alors, tout ça, c'est expérimental. Je pense, j'ai pas forcément les détails, mais je pense que ça reste encore très coûteux. Mais ça peut avoir un intérêt typiquement par exemple, si on veut faire une coque avec une forme un peu particulière, un coffrage perdu si on veut, avec Mhm. l'imprimante 3D, on peut imprimer couche par couche en donnant des formes D'accord. très précises Particulière. et très Mhm. particulières sans avoir à construire un moule différent pour chaque pièce. Voilà. Et l'impression métallique, c'est un peu différent parce que ça consiste à construire des structures en acier en mettant un point de soudure après l'autre. Bon, ça peut avoir des intérêts voilà, en termes dans certains domaines un peu mécaniques, mais par contre, pour la construction, pour l'instant, je ne vois pas trop. Hmm. Les capteurs aussi vont se développer. C'est-à-dire qu'on pense justement toujours dans cette logique de maintenance, de bonne gestion des ouvrages pour prolonger leur vie le plus possible, de mettre des capteurs. Il reste encore pas mal à définir. Mais en récoltant de l'information sur la vie de l'ouvrage, ce qui se passe pendant la vie de l'ouvrage, on espère ainsi détecter des Des notions risques d'usure futurs, prématurée. finalement. Voilà. Ouais, Et d'accord. alors voilà, dans ce domaine-là, par exemple, les fabricants d'aiguillages ferroviaires pensent justement à mettre des capteurs. Et un truc à analyser assez basique, c'est la consommation électrique. Si votre aiguillage en fonctionnement normal consomme une certaine énergie, s'il en consomme beaucoup plus, c'est qu'il y a un truc qui ne se passe pas bien. Si ça ne se passe pas bien, ça veut dire qu'il Hmm. potentiellement il y a une usure prématurée. Et on peut bien sûr décliner ça aux ouvrages d'art avec des capteurs qui demain donneront de l'information. Cette information qui pourrait être intégrée dans le jumeau numérique. Et là, je rejoins la notion de BIM. Le BIM aussi, c'est un peu la nouveauté. Alors, c'est pas... Mais dans le domaine de la construction, ça devient très fort. Et on espère, avec le BIM, par une meilleure collaboration, éviter des erreurs de conception, éviter des erreurs sur le chantier. Donc, là aussi, il y a des choses qu'on met à la benne parce qu'on a fait des erreurs sur le chantier. Voilà, il y a plein de possibilités. Et puis, Hmm. toujours dans ce cadre des prolongements, on renforce la structure aujourd'hui à l'aide de tissus carbone, à l'aide de plats carbone. Voilà, il y a de l'évolution, mais bon, on se heurte aujourd'hui quand même un peu au fait que l'administration étant moins présente, peut-être qu'il y a moins de prise de risque aussi. C'est-à-dire qu'à Oui, une d'accord, époque où je vois. l'administration était très présente, elle décidait de tenter un truc, et si ça ne réussissait pas, l'administration était son propre assureur et puis réparait, mais au moins ça permettait de faire avancer. On est un peu moins aujourd'hui avec des acteurs qui sont Hmm. plus de taille beaucoup plus modeste et qui ne veulent pas prendre de risques. Voilà, Oui. donc ça avance quand même, voilà, il y a pas. Mais c'est pas.
permets de rebondir et c'est Oui, intéressant parce que ça fait aussi une transition avec hier. Il y a un gros enjeu aussi, tout ce qui est capteur, on l'a évoqué hier en parlant de smart construction, oui, de maintenance, etc. Et vous, voilà, vous allez dans ce sens-là en disant qu'il y a un gros enjeu aussi sur, on va dire, préserver ou oui. réparer plutôt que de construire, construire à nouveau. Donc on voit qu'il y a une véritable tendance autour de ça. Je vois qu'on a quand même passé une bonne demi-heure ensemble. Du coup, Didier Gut, si vous aviez voilà, un petit mot de la fin, une recommandation à faire à nos spectateurs pour clore cet échange, qu'est-ce que ce serait? Donc, je dirais que si certains se sentent la fibre et un intérêt particulier pour les ouvrages d'art, bah, de surtout pas hésiter à se lancer. Je pense sincèrement qu'il y aura, voilà, je suis pas inquiet sur justement Sur les opportunités. Ouais. les opportunités. Elles seront peut-être plus aujourd'hui dans l'existant que dans le neuf, mais on sera toujours du neuf. Euh, on travaille toujours sur des ouvrages uniques. Ça, c'est un point quand même qui est sympathique. Il y a jamais deux projets typiquement. On ne sort pas les ouvrages d'art d'un catalogue. Et moi, ce qui me plaît aussi beaucoup dans ce domaine-là, c'est que pour nous autres techniciens, la technique reste valorisée. Ça, c'est un point important, je trouve aussi. Voilà, il y a des domaines, Oui, c'est valorisant. voilà, les domaines où l'architecte, c'est un peu la diva et le structuriste, l'ingénieur structure, il sert à faire une structure qui va supporter tout le reste. Et puis, à la limite, plus cette structure, plus ça l'embête. Dans le domaine du génie civil, des ouvrages d'art, le, le technicien reste encore écouté et le biais technique reste quand même, même si c'est une notion esthétique, bah, il y a quand même une fonctionnalité directe de par la technicité de l'objet construit. Hmm. Ça, c'est quelque chose qui est assez plaisant. Eh ben super, en tout cas, merci beaucoup. J'espère qu'on aura donné des envies, fait naître des vocations pour construire tous ces ouvrages d'art de demain et s'occuper de ceux qui sont déjà présents. Merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Merci à Merci à vous. ceux qui nous ont suivis. Et puis je vous donne rendez-vous donc demain. Demain, on parlera du parcours d'un diplômé qui est aujourd'hui ingénieur R&D à l'ESTC Caen. Merci à tous, prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous demain. Merci beaucoup. Bonne soirée, au revoir.